bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de cette nouvelle édition. Le prince souverain assistait ce jeudi à la traditionnelle cérémonie des vœux de la sûreté publique. Nous reviendrons sur ce cycle de conférences autour de la préservation de la Méditerranée, au programme La protection de la biodiversité. Nous avons suivi les scouts de Monaco pour une belle opération de solidarité. Ils proposaient à des personnes démunies un repas 4 étoiles au fourneau économique de Nice. L'auteure Sylvie Bourgeois nous présente sa nouvelle Sophie. Son héroïne, accompagnée de sa meilleure amie, a arpenté les rues de Saint-Tropez cette fois-ci. Et nous finirons avec du théâtre. Une équipe de Monaco Info a rencontré le metteur en scène de la cantatrice chauve, Pierre Pradinas. Il s'agit en cette période d'un événement traditionnel. La direction de la Sûreté publique a organisé sa cérémonie des vœux en présence du prince souverain. Un rendez-vous qui a notamment permis de présenter le bilan de l'année 2016. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi étaient sur place. J'ai tenu à participer cette année encore à cette cérémonie des vœux de la direction de la Sûreté publique pour marquer l'importance que j'attache à cette institution et aux effectifs qui la servent. La sécurité est en effet l'une des composantes essentielles de la vie en société. Elle assure à chacun de pouvoir conduire son existence en recherchant l'épanouissement dans le respect des autres. Elle est l'un des éléments forts de la principauté de Monaco, apprécié et recherché par ses habitants et par ceux qui viennent la visiter. C'est pourquoi nous devons nous montrer attentifs au maintien d'un haut niveau de qualité en ce domaine, ce qui suppose une implication constante des femmes et des hommes qui se sont engagés à servir cette mission. Des missions qui sont assurées chaque jour par l'ensemble des membres des différents services qui composent la sûreté publique. Quelques chiffres révélateurs pour 2016, la délinquance générale est en baisse, moins 13,73%, délinquance de voie publique, moins 35,74%, baisse également des cambriolages, 35%. Parmi les faits marquants qui auront donc rythmé l'année, citons entre autres, bien évidemment, l'interpellation de l'auteur des piratages informatiques du centre hospitalier Princesse Grace ou celle, très rapide, de l'auteur du braquage avec prise d'otage de la bijouterie au mois de décembre. Le prince souverain, tout comme le directeur de la Sûreté publique, ont aussi évoqué l'affaire qui concerne des faits de corruption et qui se trouve toujours en cours d'instruction. Le souverain qui, à ce sujet, a souligné que les fonctionnaires doivent servir le bien public avec responsabilité et équité. Ça a été un très grand honneur que le souverain me nomme à la tête de la direction de la Sûreté publique. Et ensuite, bien sûr, sur le plan professionnel, ça a été une année riche, chargée, triste aussi, eu égard à ceux que nos voisins ont connus, particulièrement en France. Donc ça a été, on peut dire, une année exceptionnelle et extraordinaire au sens premier du terme. Ce ne sont pas les résultats d'un homme seul, surtout pas. Ce sont les résultats d'un ensemble et notamment des personnels qui tous les jours sont sur le terrain avec un excellent état d'esprit, une grande motivation pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et donc je voulais vraiment leur rendre un hommage aujourd'hui, ainsi que bien sûr mon état-major qui m'accompagne au quotidien. Et s'il a bien sûr été très largement question de l'année 2016, sachez que l'avenir de la sûreté publique était aussi au cœur de cette cérémonie de vœux. Le souverain a d'ailleurs annoncé la création de plusieurs postes et donc la présence d'effectifs supplémentaires afin de maintenir le haut niveau de sécurité sur le sol monégasque. Autre sujet évoqué, une large étude est menée autour du projet Sûreté publique 2020. Effectivement, Sûreté publique 2020, qui est un plan ambitieux de réorganisation de la sûreté publique, sans tout remettre en cause, bien sûr, parce que nos fondamentaux sont bons, mais il est nécessaire d'avancer, d'évoluer, parce que la délinquance, malheureusement, fait d'énormes progrès, elle est de plus en plus ingénieuse, elle est de plus en plus violente, sans parler du contexte international aussi, qui doit nous préoccuper, donc la sûreté publique doit également avancer. Des phases d'optimisation et de maximisation sont ainsi attendues, le tout pour poursuivre le même objectif, permettre à la sûreté publique de mener ses missions au quotidien et de rester une police de proximité en lien étroit avec la population. Toujours dans cette tradition de cérémonie des vœux, le ministre d'État recevait la presse mercredi en sa résidence. L'occasion de revenir sur cette première année écoulée à la tête du gouvernement monégasque. Merci beaucoup.
La Méditerranée était tout récemment au cœur d'une série de conférences, 5 mini-conférences plus précisément, pour évoquer les différentes actions de sensibilisation à l'environnement animées par des hommes et des femmes qui vouent leur vie à la protection de la Méditerranée. Dominique Poulain vous en dit plus. La Méditerranée est en danger. Les espèces et les écosystèmes sont menacés ou sur le point de disparaître. Conséquence, des actions de sensibilisation à l'environnement sont organisées comme ces mini-conférences animées par des acteurs de la scène écologique de la région. Des acteurs qui mettent en valeur des actions souvent pertinentes pour la préservation de la planète. Pascal Mayol fait partie de ces personnes qui consacrent leur vie à la protection de la Méditerranée. Ça fait 16 ans que je travaille sur ce domaine, donc je peux vous dire que c'est pas facile. C'est toujours très compliqué parce qu'il s'agit de changer des mentalités. Et aujourd'hui, pour élargir un petit peu le débat et parler d'environnement au sens large du terme, on ne peut plus mettre de sparadrap sur ce projet de société qui est à bout de souffle. Il faut clairement changer de paradigme, revoir profondément ce projet de société. En tout cas, si notre objectif, c'est de léguer à nos enfants une planète viable. C'est effrayant et en même temps, c'est un projet passionnant. On est à la croisée des chemins et il y a un chantier immense pour choisir le bon chemin. La Méditerranée doit être protégée car elle est un point de passage obligé des grandes lignes du trafic maritime mondial. Elle suscite les convoitises des pays riverains qui entendent profiter de la manne représentée par le passage des navires. Elle est l'une des mers les plus diversifiées du globe en termes d'espèces et que plus de 30% du tourisme international se concentre en Méditerranée. Pascal Mayol est un écologue spécialisé dans les solutions pour réduire les impacts des activités humaines sur les cétacés. Comment cohabiter entre hommes et cétacés? Le problème, c'est qu'on exploite la même interface vitale, à savoir la surface de la mer. Les cétacés ont besoin d'y venir régulièrement pour respirer, puisque ce sont des mammifères comme vous et moi. Et sur cette interface vitale, il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui, ce que l'évolution n'avait pas forcément prévu. Donc on a des problèmes de collision entre les baleines et les bateaux. Et l'association Souffleurs d'écume que je représente a développé des technologies, notamment le système REP7, qui permet aux navires de s'informer entre des positions de baleines pour connaître les zones de risque, réduire l'allure et éviter les collisions dans ces cas-là. Un autre exemple également de cohabitation, c'est le tourisme baleinier ou l'activité de whale watching qui se développe en Méditerranée, qui est formidable parce que ça permet d'aller voir les animaux en mer, d'être sensibilisé sur ces espèces, etc. Mais si elle ne respecte pas certaines règles, elle peut être aussi très perturbante pour ces animaux au point, dans les pires des cas, de les faire disparaître d'une zone. Donc là aussi, il y a des actions à conduire, notamment des codes de bonne conduite à respecter. Et depuis 2 ans, Pascal Mayol intervient au sein du sanctuaire Agoa, dans les Antilles françaises. Le moteur de sa motivation, démontrer qu'il est possible, souhaitable et même incontournable que l'homme respecte la biodiversité dans ses activités. Un beau geste, une belle initiative. Les jeunes scouts de Monaco ont décidé de se mobiliser en faveur des plus démunis. Alors que notre région est touchée par une vague de froid, ils ont voulu concocter un repas 4 étoiles aux personnes qui se rendent régulièrement à Nice, au fourneau économique. Le reportage de Patricia Navarro. Avant que nous commencions le service et la mise en place, nous tenions la maîtrise des scouts de Monaco à vous remercier d'abord d'être présents. Velouté de potiron, paella valenciana et choux à la crème, le tout arrosé d'un jus de pomme chaud à la cannelle. C'est le menu de fête que les guides et scouts de Monaco viennent de préparer dans les locaux du fourneau économique à Nice. C'est ici que 4 fois par semaine, des personnes dans le besoin peuvent venir déguster un repas copieux et chaud contre un franc symbolique. C'est une idée qu'ont eu les jeunes il y a 4 ans, parce qu'on avait eu avec les plus grands l'occasion de faire des maraudes à Nice. Et ils se sont dit entre eux, puisque certains d'entre eux sont étudiants au lycée technique et hôtelier, et ils se sont dit entre eux, pourquoi ne ferions-nous pas un repas de grands chefs pour les sans-abri de Nice? Pour l'approvisionnement de cette opération de solidarité, les guides et scouts de Monaco sont allés frapper à la porte de généreux donateurs monégasques, des restaurants, des supermarchés qui ont tous tenu à s'associer à ce beau geste porté par des jeunes volontaires et engagés.
C'est très important parce que ces gens qui sont dans la rue, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de personnes qui viennent pour les aider. Et puis une fois de temps en temps, un bon repas chaud, je pense que ça ne peut que leur faire plaisir. Et puis ça nous fait plaisir à nous aussi de voir leur visage après heureux. Alors la préparation a commencé il y a déjà quelques mois parce qu'il a fallu faire le tour des restaurants de Monaco pour savoir qui pouvait nous donner les ingrédients, la nourriture et tout. Et nous, c'est une grande préparation parce que les cuisiniers sont là depuis ce matin 7h, nous on vient d'arriver et puis ils vont commencer à arriver et puis c'est vraiment une grosse préparation qui nous prend du temps. C'est vrai que c'est vraiment une mission de solidarité dans un monde où on est un petit peu dans nos petites vies quotidiennes. Là, ça nous sort un petit peu de nos quotidiens pour servir les autres. C'est un petit peu la mission du scoutisme. Donc ça prend tout son sens aujourd'hui. Une quinzaine de jeunes avaient été mobilisés pour passer derrière les fourneaux et préparer ces méfaits. Au total, 200 couverts ont pu être servis. Et à l'issue de ce repas solidaire, les guides et scouts de Monaco ont poursuivi leur journée de bonnes actions en prenant part à une maraude dans le quartier de l'Ariane, à Nice, aux côtés de l'association MIR. Un mot de littérature, Sylvie Bourgeois était de retour dans sa principauté natale pour présenter le dernier né de sa série des Sophies. Sophie à Saint-Tropez, sorti l'été dernier. Un remède contre la morosité, on regarde. Sylvie Bourgeois signe ici le 4e roman de sa série de Sophie. La jolie blonde de 40 ans débarque cette fois-ci à Saint-Tropez, accompagnée de sa meilleure amie Géraldine. Le ton est léger et divertissant, mais il en ressort un émouvant portrait de notre époque. C'est très sociétal, déjà avec le personnage de Gaspard, cet architecte qui n'a pas de maison, qui vit dans 2 algécos sur la plage, qui est un homme qui est formidable, qui souffre d'optimisme. Et donc là, oui, on voit les personnes qui aujourd'hui ont des vrais problèmes d'argent, des vrais problèmes administratifs, qui sont comme ça dans un engrenage où c'est impossible de s'en sortir. Donc voilà, Sophie, elle a 2 buts dans le livre, sauver Gaspard et sauver les semences reproductibles. Mais c'est sociétal aussi parce qu'il y a sa copine Géraldine qui elle est célibataire. Sophie, elle est un petit peu dans une histoire compliquée, on ne va pas tout dévoiler du livre. Et en fait, c'est assez identificatoire parce que c'est vrai que les femmes et les hommes s'y retrouvent beaucoup. Les hommes s'y retrouvent parce qu'en fait, ils voient des personnages féminins qui sont cohérents et qui disent les choses. Et donc c'est un petit peu comme s'ils étaient derrière le cerveau des femmes. Ah bon, une femme, ça pense à ça dit ça quand elle n'est pas avec nous. Donc c'est pour ça, ça leur plaît bien, c'est un peu un mode d'emploi. En voyant l'auteur Sylvie Bourgeois, l'on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec son héroïne. Mais il n'est pas question ici d'autobiographie, bien qu'elle avoue se reconnaître en grande partie dans les valeurs de Sophie, et notamment son combat pour l'agriculture biologique. La personnalité de Sophie, c'est moi. Sa façon d'être, sa façon de regarder le monde, de l'analyser, d'être toujours en réaction, elle est toujours un peu révolutionnaire, elle veut y aller, elle veut toujours changer les choses avec une espèce de spontanéité et en même temps elle délègue toujours, elle pense toujours qu'elle est un peu superwoman, qu'elle va y arriver. Et puis devant des difficultés, elle arrive à déléguer, à trouver toujours des autres personnes qui vont l'aider. Non, c'est pas autobiographique. En revanche, je décris un milieu, celui de Saint-Tropez que je connais très bien parce que j'y vais depuis longtemps. Ce personnage, je connais sa personnalité donc, et je le mets dans des situations que j'ai imaginées qui sont cohérentes avec ce milieu, mais ce n'est pas du tout la vie que j'ai vécue. Je suis la spécialiste des femmes de 40 ans. Par mon parcours personnel, à 40 ans, quand j'ai perdu mes parents à 35 ans, 5 ans plus tard, j'ai réfléchi, j'ai voulu changer de vie. Donc pendant 2 ans, j'ai tout recommencé à zéro. Mais vraiment tout à zéro. Et donc ces 2 années sont vraiment mon terreau d'inspiration pour mon personnage de Sophie que j'ai créé chez Flammarion avec Sophie à Cannes, Sophie aux Flores, Sophie à Les Boules et maintenant Sophie à Saint-Tropez. Et comme vous dites, c'est pas que léger, mais en revanche, j'insiste pas trop sur la douleur. Gaspard, quand il a ses grands monologues, il raconte sa descente aux enfers, c'est triste, hein, on pleure. Mais il y a toujours comme ça le brin d'optimisme, le brin d'énergie de Sophie qui dit allez, on va s'en sortir. Prochain projet, l'adaptation au cinéma de Sophie à Saint-Tropez. La productrice Gaëlle Gire a été séduite par ce roman, une histoire remaniée qui sera plus centrée sur les personnages de Gaspard et de Sophie. Le duo réalisera également pour cet été une série de courts documentaires sur Internet intitulée « Avec Sylvie, on s'aime pour la vie ».
Ces 12 épisodes s'articuleront autour de son combat pour une agriculture saine et libre et mettra en lumière les fameuses graines reproductibles. La cantatrice chauve était sur la scène du théâtre Princesse Grace, une pièce écrite par Eugène Ionesco et mise en scène cette fois-ci par Pierre Pradinas. L'auteur a souhaité à travers cette œuvre caricaturer la bourgeoisie. Dominique Poulain. La cantatrice chauve est la première pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco, grand dramaturge du XXe siècle. Dans ses drames, il s'est concentré sur l'existence humaine et sur la banalité du quotidien. Sur scène, 2 couples, interprétés entre autres par Roman Boringer et Stéphane Wojtowicz, une bonne et un pompier. Il s'agit d'une autopsie de la société contemporaine et une caricature de la bourgeoisie. Il critique ses comportements frileux, repliés sur soi. Il se moque de toute cette société qui est en train de rétrécir, quoi. C'est une pièce révoltée. C'est une pièce qui prétend inventer une nouvelle phase du théâtre. Et Aragon, d'ailleurs, avait vu la pièce à sa sortie et il avait dit que c'était la première pièce surréaliste. Et ça, je trouve qu'il y a du vrai là-dedans. Puis bon, il faut imaginer cette pièce à une époque de la guerre froide où les gens étaient un peu repliés sur eux-mêmes, où il y avait une espèce de tendance un petit peu très angoissée des populations et des gens. Et je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, d'une autre façon. C'est pour ça qu'il y a un écho à cette période de la guerre froide aujourd'hui, dans les années 2010, qui se ressent dans l'œuvre. Voilà. Le couple Smith, c'est le couple qui accueille les Martines. Les Martines, alors dans la mise en scène de Pradinas, les Martines sont un peu plus jeunes, les Smiths sont un peu plus vieux. Voilà, mais oui, je pense qu'ils sont pas tout seuls dans leur tête, mais enfin tous les personnages d'ailleurs. On se demande parfois si on n'est pas dans un asile d'aliénés dans la pièce. Des dialogues absurdes entre les personnages, des non-conversations permanentes, des paradoxes d'un mot à l'autre. Il y a quelque chose d'hilarant. Conversations qui sont vaines, ces conversations qui n'ont pas vraiment de sens, où les gens parlent pour ne rien dire, où on n'aime pas le silence, alors on meuble le silence en se racontant des choses pas passionnantes, quoi. Ça fait pas envie ce que je dis, c'est pas passionnant. Mais c'est effectivement ce qui se raconte n'est pas passionnant, ce qui se passe est assez passionnant, justement. Ce qui est difficile dans cette pièce, c'est de ne pas faire n'importe quoi, alors qu'on pourrait avoir tendance à ça, dire puisque c'est n'importe quoi, allons-y, faisons n'importe quoi. Et justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et c'est là où il faut vraiment avoir un metteur en scène. Et la pièce reste un régal de mots et de situations burlesques. La cantatrice chauve est un sommet du théâtre de l'absurde, une anti-pièce par excellence. Souvent, les gens voient cette pièce d'abord par l'absurde, on dit que c'est du théâtre de l'absurde, par le côté parodique, en fait. Et donc, souvent, elle est représentée d'une façon un peu sèche, je dirais. Et donc, elle est difficile à monter parce que si les acteurs incarnent vraiment les personnages, là, elle se met à exister. Mais c'est très difficile d'incarner ces personnages parce que il faut. C'est pour ça que j'ai choisi ces acteurs-là que j'adore, que j'admire, parce qu'ils ont l'imaginaire qui permet de remplir ces personnages-là et de les faire vivre. Pour sa première représentation dans les années 50 au Théâtre des Noctambules à Paris, l'accueil de la pièce est très mitigé. Mais l'incroyable se produit. Le tout Paris se presse pour découvrir la cantatrice chauve et depuis, elle est devenue une institution. Et avant de refermer ce journal, en bref, dans l'actualité. Le jeune pianiste russe Sergueï Redkin se produisait mercredi sur la scène du Théâtre des Variétés. Au programme Mozart, Schumann, Tchaïkovski ou encore Stravinsky. On écoute un extrait. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Quelles seront les prévisions météo de ces prochains jours ?
Vendredi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. À noter un risque de rafale de vent au cours de la journée. Il fera 7 degrés au lever du jour et 13 degrés dans l'après-midi. Samedi, soleil plus voilé avec des rafales de vent venues d'Italie. Le ciel se fera plus menaçant en fin de journée. Les températures seront stationnaires. Dimanche, détérioration du temps. Le ciel sera plus nuageux que les jours précédents avec des risques de pluie par moment. Les températures minimales seront en hausse alors que les maximales seront en légère baisse. Lundi, nous débuterons la semaine avec un ciel encore incertain et un risque de petites averses. Les températures seront très supportables. Mardi, toujours couvert sur l'ensemble de la journée, les températures seront proches des normales de saison. Et finalement, mercredi, le soleil sera de retour, les températures seront en légère hausse. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dès à présent notre application Monaco Info pour suivre toute l'actualité de la principauté sur votre smartphone ou votre tablette. À très bientôt.